gens, des sociétés, etc. Ils ont créé les instruments d'un langage universel. Et alors, ce que je vais m'efforcer de montrer, ce que j'ai déjà dit, ce qui d'ailleurs entraînait immédiatement une relation de dialogue qui n'était pas nécessairement, qui est restée amicale, qui n'était pas consensuelle avec un certain nombre de collègues, c'est que le droit romain n'est pas du tout un droit universel, c'est le droit d'abord d'une catégorie déterminée de gens qui a été pendant très longtemps une minorité de la population, les citoyens romains, et qu'ensuite ce droit n'est pas autonome par rapport à des formes. Le droit romain est très formaliste et ce formalisme-là n'a absolument rien de naturel. Ça n'a rien de naturel de transmettre une propriété devant 5 témoins, une balance et un type qui prend un lingot d'airain pour taper sur la balance, puisque c'est une forme qui est culturellement déterminée, qui ne se rencontre nulle part ailleurs, mais que la pensée juridique romaine est déterminée par ces formes symboliques. Et en fait, d'après ce que m'a dit Antoine dans une de nos conversations récentes, Cassirer l'aurait déjà dit avant moi dans sa correspondance en disant vous savez, ce qu'on croit à l'universel et ce qu'on croit aller de soi, en réalité c'est toujours référé à une forme symbolique première. En quelque sorte, je vais essayer de démontrer que Cassirer avait raison. Et en fait, je me suis posé une question, mais maintenant elle l'est résolue parce qu'il est 6h20. Je me suis demandé si je devais présenter un livre, ce qui était prévu et ce que j'ai fini par faire, parce que je crois beaucoup d'entre vous ne le connaissaient pas, et donc je ne pouvais pas me situer immédiatement dans l'après-livre. Si je devais présenter un livre ou si je devais présenter une démarche, c'est-à-dire alors fusionner ce livre déjà écrit et celui que je suis en train d'écrire, pour poser alors cette fois-ci la question sur le plan d'épistémologie, puisque ce séminaire est un séminaire d'épistémologie, donc commencer ici la théorie de mes théories, en quelque sorte, donc commencer à réfléchir à ma démarche. Ce que j'ai fait, je crois que le moment n'est pas venu et que je réserverai ça peut-être à une séance ultérieure. Ah, bon, d'accord, mais vous pouvez en parler, hein, on a encore du temps. Hein. Bon. Allez. Bon, alors, très bien. Il n'y a pas de discussion. Ah, cool, c'est comme... Ou est-ce qu'on fait une séance de questions-réponses? Je ne sais pas. Moi, je sais rien. Quelle heure est-il? 6h20. On peut accorder 10 minutes quand même aux conférenciers. Hein? Oui, d'accord. Voilà. Bon, moi, je suis quand même sur le pensée, là. Bon, mais disons que schématiquement, là, j'ai peur de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout tout de même. Alors, ça risque de devenir vraiment très dense. Mais le problème qui me paraît central, c'est le problème du comparatisme. C'est-à-dire que ce livre est paru il y a bientôt 2 ans, et les réactions sont soit alors des réactions encourageantes et même très enthousiastes, soit elles relèvent du déni d'existence. Alors le déni d'existence ne s'exprime pas, évidemment. On oppose au livre un silence hautain et glacé. Vrai, il s'exprime parfois. Et si vous voulez vraiment voir une critique radicale de mon livre, à condition de connaître l'allemand, vous allez chercher sur Internet la Recension, donc le compte-rendu, qui a été fait par la revue Rechtsgeschichte, qui est la revue du Max Planck de Francfort, où là vous avez quelqu'un qui dit Monsieur Jacob n'a rien compris du tout. Monsieur Jacob n'a rien compris du tout, il n'est pas canoniste, alors comment peut-il parler du droit canonique? Bon, il n'est pas sinologue, et voilà qu'il nous parle de la Chine, mais nécessairement quand on n'est pas sinologue, on n'est pas compétent pour parler de la Chine.
Le fait que des Chinois eux-mêmes aient traduit en chinois apparemment et sans intérêt de ce point de vue-là. Et donc si on l'a pris en flagrant délit d'incompétence, c'est-à-dire si c'est aventuré sur des terrains qu'il ne maîtrisait pas, ben nécessairement on peut soupçonner son incompétence partout ailleurs. Et puis ça peut continuer. Il n'est pas common lawyer, il n'est pas spécialiste du haut Moyen-Âge, hein, il était prédestiné à ne s'occuper jamais que du bas Moyen-Âge, etc., etc. Alors cette réaction-là me paraît tout à fait typique. Donc c'est bien qu'elle s'exprime, d'une certaine façon, c'est bien qu'elle s'exprime par rapport à tous les cas où on se dit qu'elle existe, mais où elle ne s'exprime pas, parce qu'on n'ose quand même pas exprimer des choses comme ça. Et il y a quand même quelque chose que n'exprime pas ce compte-rendu de la revue du Max Planck, c'est la gêne horrible, horrible aux yeux de certains, créée par ce premier chapitre, qui consiste à aller regarder ce qui se passe en Afrique pour en tirer des conclusions sur le Moyen-Âge occidental. Hein, c'est cette idée que l'Occident est au fond intrinsèquement incomparable. Alors j'avais prévu, mais je vais quand même abréger parce que je crois qu'il faut réserver un peu de temps pour le débat. J'avais prévu de parler de l'itinéraire intellectuel de Marc Bloch, qui en 1928 écrit un article intitulé Pour une histoire comparée des sociétés européennes. C'était la communication qu'il avait faite au Comité international des sciences historiques à Oslo, je crois. Dans le contexte de 1928, entre deux guerres, on sort d'une guerre et on se dit que la suivante est peut-être en germe, il avait dit nous autres historiens européens, nous ne comprenons pas parce que nous n'avons pas le même langage et nous ne parlons pas des mêmes choses. Nous n'avons pas le même langage. Quand on lit des médiévistes allemands, on est désarçonné par les concepts qu'ils utilisent pour parler du Moyen-Âge. Il y a beaucoup de concepts qui ne sont simplement pas traduisibles en français. Mais d'autre part, la société qui est pour eux, à leurs yeux, la société de référence, donc la société carolingienne, oui, c'est la même des deux côtés, mais à partir de l'Empire ottonien, les choses sont assez différentes et le Moyen-Âge allemand est très différent du Moyen-Âge français. Donc, la seule façon d'en sortir, c'est de faire du comparatisme. Si chacun reste chez soi, chacun va inlassablement tourner en rond à propos de la même société analysée toujours dans les mêmes cadres conceptuels d'analyse, et il produira un discours sur la famille au Moyen-Âge, ou la féodalité au Moyen-Âge, ou la seigneurie au Moyen-Âge, sans voir qu'en réalité, il y a de nombreuses formes médiévales de famille, de seigneurie, de féodalité, etc. Et on reproduira indéfiniment les malentendus et les incompréhensions. Et en fait, on n'en est pas sorti, du tout. Je crois que nous sommes toujours dans un cadre étroitement national d'approche des phénomènes du passé, avec une espèce d'échec récurrent des projets comparatistes. À commencer par les échecs de Marc Bloch lui-même, qui il était professeur à Strasbourg, il fait 2 candidatures à Paris, une au Collège de France, une à l'EPHE, avec un programme qui est son programme de 1928, Histoire comparée des sociétés européennes. Chaque fois, c'est rejeté. Au Collège de France, c'est rejeté au profit d'une chaire des antiquités nationales. Ça ne s'invente pas, l'orientation est claire. Cette chaire des antiquités nationales, alors je ne sais pas si elle existe encore, mais elle existait au début des années 2000 d'ailleurs. Elle permettait à son titulaire d'écrire des romans policiers tout à fait fascinants qui se passent dans des milieux de la Gaule romaine. Mais pour le reste, je ne suis pas sûr que les antiquités nationales aient vraiment été très porteuses sur le plan conceptuel. Bon, c'est autre chose. Mais il y a d'autres échecs et au fond on n'en parle pas et je voudrais qu'on en parle parce que ça me paraît être réellement
un problème. J'ai demandé à Antoine Garapon la permission de parler d'un des derniers échecs, qui est l'échec du programme qu'il a proposé à l'ERC, donc European Research Council, qui était un programme de culture judiciaire comparée. Programme de culture judiciaire comparée, donc il s'agit de prolonger nos travaux sur le terrain classique, common law versus droit continental, mais en incluant aussi le monde musulman et la Chine. Alors, a priori, ces problèmes-là sont tout de même un tout petit peu actuels. Il s'agit d'une approche par l'histoire culturelle, mais il s'agit d'une approche par l'histoire culturelle de phénomènes qui sont très contemporains. Marc Bloch estimait qu'il était urgent de commencer en 1928. On a des raisons de se dire que c'est au moins aussi urgent. L'urgence n'a jamais cessé. Mais ce qui n'a jamais cessé non plus, c'est l'hostilité à l'égard de l'idée de s'y mettre. Et cette hostilité-là, on la rencontre de nouveau, puisqu'on a un rejet, je ne sais pas si tu as eu les explications, j'imagine que tu ne les auras peut-être jamais. Là, c'est le silence glacial, ça ne s'explique pas. Il y a toujours mieux à faire que de se lancer dans ces études comparatistes. Et là, dans le cas de l'Union européenne, bon, je ne vais pas dire tout ce que j'avais prévu de dire, mais je vais m'en dire là et je vais finir par là. Dans le cadre de l'Union européenne, on pressent quelque chose dont on n'a pas immédiatement la preuve, mais l'Union européenne est devenue, la Commission européenne est devenue un opérateur sur le plan de la recherche scientifique, puisqu'elle draine maintenant une grande partie des crédits qui étaient auparavant des crédits nationaux. Donc cette Commission européenne, elle a une politique scientifique, mais elle a un rapport ambigu à la science parce que certaines sciences humaines justifient sa politique. Il y a une espèce de circularité. C'est peut-être encore plus clair si, au-delà de l'Union européenne, on remonte à la Banque mondiale, qui s'appuie sur une science ou une pseudo-science qui s'appelle Law and Economics, l'analyse économique du droit, pour préconiser toute une série de choses, notamment l'abandon du notariat. Et de nouveau, on tombe sur des problèmes qui sont extrêmement actuels. Le notariat est une institution caractéristique des pays d'Europe continentale, inconnue en pays de common law. Et vous avez peut-être remarqué qu'une législation française récente semble s'intégrer tout à fait dans ce courant anti-notarial. Bon. Et alors là, ce n'est pas possible. Ces institutions ne sont pas neutres, mais l'image que ça donne, c'est qu'on retombe toujours sur un schéma idéologique. Les peuples doivent marcher au même pas dans la même direction, et puisqu'ils doivent marcher au même pas dans la même direction, l'étude de la diversité, l'étude des composantes culturelles de la diversité est au mieux oiseuse et au pire dérangeante. Et ça, je crois que ça n'a pas changé depuis il se trouve que nous, dans notre laboratoire, on a eu une ANR qui porte sur la variabilité culturelle. Oui, voilà. La variation. Et la variation culturelle. Donc, bon, à une petite échelle, évidemment, ce n'est pas une ERC, enfin, c'est vrai qu'on est directement confronté à ce problème-là. Donc, on a gagné quand même. Parce que quand même un jury quelque part qui a dit que la question était pertinente. Enfin, c'est pas une ERC. Quoi, c'est pas une ERC. Enfin, on a quand même réussi à convaincre, convaincre des gens que c'était une question importante. Oui. Que les opérateurs de cette variation étaient pertinents. Moi, j'aurais quelques questions aussi à poser. Bon, peut-être.